fameux complot par rapport au 11 septembre. Une réponse c'est vrai que vous faites alliance avec Al-Qaïda? Est-ce qu'on parle de l'Afghanistan ou de la Libye? Je vois que l'opération qu'on mène aujourd'hui au Libye a eu le soutien du Parlement tout entier, du gouvernement. Oui, mais il dit que c'est avec Al-Qaïda, c'est vrai ça? Mais non, en fait, nous, les Belges sont là avec maintenant 7 autres pays, donc vraiment donner suite à la résolution des Nations Unies, c'est-à-dire protéger la population civile libyenne contre les actes d'agression d'un régime que tout le monde considère comme vraiment étant horrible. Et donc l'opération que nous menons, c'est vraiment une opération de support qui est soutenue par les gens que l'on appelle des rebelles, mais qui sont représentés par le Conseil de transition libyen, qui est considéré, mais je connais votre parti et votre courant et vos rapports. Je n'ai pas de parti, vous connaissez le rapport signé par M. Bonnet, l'ancien directeur des services secrets français, qui dit le contraire de ce que vous dites et qui dit que vous avez fait une alliance en Libye avec Al-Qaïda. Vous connaissez ce rapport? C'est pas quelqu'un de gauche. Je connais beaucoup de rapports et beaucoup d'autres rapports aussi. Certainement, Al-Qaïda, dans le Maghreb, est un grand problème. Il se retrouve dans l'AQMI. Nous luttons avec la communauté internationale contre le terrorisme fondamentaliste islamique, comme nous le faisons aussi en Afghanistan. L'opération au Liban est une opération pour laquelle on a fait appel par le biais des Nations Unies à la participation belge et avec résultat. Est-ce que oui ou non, c'est les États-Unis qui ont installé Ben Laden, s'il vous plaît? Oui. Non. Mais non. Ah bon? Et M. Brzezinski, vous lui faites pas confiance? Alors, il a été dit dans le Nouvel Observateur en 98, M. Brzezinski, pour rappel, était le conseiller du président Carter. Le Nouvel Observateur, l'interview est dit, l'ancien directeur de la CIA, Robert Gates, affirme dans ses mémoires, les services secrets américains ont aidé les Moudjahidines afghans 6 mois avant l'intervention soviétique. On lui demande, vous ne regrettez pas d'avoir favorisé l'intégrisme islamiste, d'avoir donné des armes, des conseils à de futurs terroristes? Et Brzezinski répond, regrettez quoi? Cette opération secrète était une excellente idée. Vous étiez au courant. Monsieur Henrotin, réponse. Et puis on parle du complot. D'abord, encore une fois, faut jamais oublier, c'est une règle de base en sciences politiques, le contexte historique dans lequel on agit. 1, c'était la guerre froide. 2, et c'est là le plus important, en 79, quand on commence à aider toute une série de partis, et d'ailleurs on les aidera surtout un peu plus après, excusez-moi l'expression, mais Ben Laden, c'est une omelette stratégique, c'est peanuts. Les vrais de vrais, ceux qu'on aide, sont retrouvés dans notre camp après le 11 septembre. La question, c'est est-ce qu'il y a des bons et des mauvais terroristes? Peanuts ou pas, ça c'est votre qualificatif. Attendez, déjà, à l'époque, les mecs, ils ne faisaient pas du terrorisme. À l'époque, ces types-là, ils faisaient de la contre-guérilla. Ils faisaient de la guérilla contre les soviétiques, dans la façon dont ils s'organisaient et ainsi de suite. Ils ont fait un attentat à Kaboul pour renverser un gouvernement qui avait émancipé les femmes, les paysans et qui voulait une politique indépendante. Le gouvernement de l'époque, vous savez comment ça se passait aussi. On n'était pas d'accord, hop, 2 balles dans la nuque et enterré vite fait, bien fait. Non mais il faut arrêter de rigoler. Le communisme en Afghanistan, le marxisme en Afghanistan, déjà ils passaient leur temps à se tirer dessus. Et au surplus, excusez-moi, leur méthode était loin d'être démocratique, parce que s'imposer par les urnes en faisant du bourrage d'urnes, c'est un peu facile. Alors, je reviens au débat. Est-ce qu'aujourd'hui encore, certaines personnes pensent que ces attentats étaient organisés par les États-Unis eux-mêmes? Parce qu'il y a une période où il y a eu pas mal de gens qui ont dit, voilà, il n'y a pas eu d'avion au Pentagone, on avait mis des bombes, enfin, je sais pas ce que j'ai entendu, moi, dans les tours pour qu'elles s'effondrent. Aujourd'hui, Monsieur Miller, c'est terminé. L'histoire là, c'est fake. Ces théories qui sont un peu absurdes rationnellement, mais le fait que dans le Moyen-Orient, plus de 70% des gens pensent qu'elles sont vraies. Et ça, c'est une vérité de science politique qui est vraiment choquante et auquel il faut répondre. Oui. Alors, question que je pose à Monsieur Hurlu. Comment vous avez-vous vécu le 11 septembre? Tout d'abord, en tant que musulman, je veux dire. bien sûr. Tout d'abord, je présente mes sincères condoléances à ceux et celles qui ont perdu leurs proches, leurs amis et leurs bien-aimés dans les attentats du 11 septembre, mais aussi dans les événements d'Oslo, qui ont perdu leur... Mais comment vous avez vécu ça, vous, il y a 10 ans, en tant que musulman? C'est ma question. Voilà. En fait, nos sentiments ne sont pas autre que les sentiments des autres peuples. Et le fait qu'ils se réclamaient notamment de votre religion, quoi. On vient d'entendre associer l'islam et les musulmans au terrorisme, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc le message de l'islam est clair, qui enseigne la paix. Mais malheureusement, je ne veux pas entrer dans des discussions politiques et les événements, mais surtout
le côté humanitaire, la dimension humanitaire de ces attentats, c'est quelque chose d'inacceptable. On ne peut pas trouver un sens rationnel pour expliquer tout ça. C'est une tragédie. La vie humaine est sacrée. C'est une idée, c'est une réflexion commune à toutes les religions. Même dans l'islam, il y a un verset, permettez-moi de mentionner ce verset. Dans le Coran, Dieu a dit celui qui tue un homme, un être humain, comme si qu'il tue toute l'humanité entière, celui qui sauve la vie d'un être humain, comme si qu'il sauve la vie de toute l'humanité. Et visiblement, les terroristes n'ont pas lu ce verset-là. Peut-être. Un mail d'un téléspectateur, c'est Fadi de Bruxelles. Étant un musulman belge, j'ai beaucoup souffert du 11 septembre. Jamais l'islam n'a autorisé le fait de faire du mal à des innocents. Au contraire, c'est interdit dans toutes les religions et ceux qui l'ont revendiqué sont tout simplement des fanatiques. Mais nous, musulmans, nous sommes tous mis dans le même sac. On aura l'occasion d'en reparler. Claude Moniquet ? Oui, je voudrais réagir très rapidement. Il faut jamais oublier effectivement que d'une part, le terrorisme islamiste concerne une infime minorité de musulmans, c'est une évidence. Et deuxièmement et surtout, l'immense majorité des victimes du terrorisme islamiste sont des musulmans. Le terrorisme islamiste, tendance Ben Laden, en comptant les 3000 morts du 11 septembre, a tué peut-être aujourd'hui 4000 occidentaux, mais combien de dizaines de milliers de Pakistanais, d'Afghans, d'Irakiens, de Marocains, d'Algériens? Donc la majorité des victimes du terrorisme islamiste sont des musulmans. Les statistiques des attentats en Europe, c'est 99,6% sont par des groupes séparatistes ou des groupes d'extrême droite. Oui, mais ils ne tuent pas. Et 0,4% d'attentats en Europe commis par des musulmans. Il faut relativiser. Oui, les attentats d'ETA ne tuent pas, les attentats du FLNC ne tuent pas, ils font sauter des villas et des garages. Ça n'a rien à voir avec tuer 3000 personnes. Je veux simplement protester contre l'amalgame musulman égale terroriste et rappeler. On l'a pas fait. Alors, un téléspectateur pose une question. Que pensez-vous de la théorie du complot concernant le 11 septembre? Au vu de nombreuses incohérences de cette tragédie, l'État américain cacherait-il des choses? Monsieur Henrotin. Écoutez, moi, j'ai vu toute une série de documentaires, alors sur YouTube, etc. Bon, ok, tout ça c'est très bien, mais dans ces documentaires, vous remarquerez un truc, c'est qu'on ne voit jamais un ingénieur en construction, un pompier qui aurait travaillé dans des tours, etc. Bref, des types qui connaissent les problématiques de résistance structurelle, les problématiques de résistance des matériaux et ainsi de suite. Juste une anecdote qui est restée en fait à l'école militaire à Paris. Le jour du 11 septembre, évidemment, tout le monde se fourre devant les télés. Et vous savez que les pompiers de Paris, en fait, sont des militaires. C'est un corps militaire. Et donc, il y a à l'école de guerre, des pompiers qui sont dedans. Et tout le monde disait, non, les tours vont pas s'effondrer. Les deux seuls gars qui ont dit, non, vous allez voir, elles vont s'effondrer, il y a trop de chaleur, c'est les deux pompiers. Alors, ces gens-là, moi j'aimerais les entendre un petit peu plus dans les rapports qui feraient état de théorie du complot et compagnie. Monsieur Van Doren, on vous entendra bien entendu quand on abordera la Belgique, mais je vous en prie. Tout à fait, mais je voudrais confirmer ce que dit Monsieur Henrotin, en ce sens, c'est que le premier attentat, parce que souvent on oublie qu'il y a eu un premier attentat en 93, déjà à ce moment-là, le placement d'un camion avec des explosifs dans une des tours avait comme but de déstabiliser la première tour pour qu'elle tombe sur la seconde. Lors d'un briefing qu'on a reçu des Américains, ils ont dit que pour eux, il n'y avait pas de problème. En ce sens, c'est que le tour savait résister à l'impact d'un Boeing 707 quand elles ont été conçues. Et en effet, quand on regarde les photos, on voit très bien que les tours résistent à l'impact de l'avion. Mais comme vous le dites, ce qui a entraîné l'effondrement, c'est la chaleur. En d'autres termes, de 93 à 2001, il y a tout un calcul et une préparation qui a été faite pour que justement l'impact ait l'effet qu'il voulait avoir. Alors vous le savez, le 11 septembre, une date qui a marqué. Stéphanie Gomez et Assia Kadi ont été demandés à des citoyens ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Je regardais la télévision avec mon papa. Et c'est mon papa qui m'a dit viens voir ce qui s'est passé. J'étais au travail. Et bon, il y a quelqu'un qui a dit il se passe quelque chose à New York. Et on a tout suivi sur Internet. Je rentrais de travailler en voiture. J'étais près de la station Thieffry. Juste, j'ai entendu à la radio ça. Et je dis, mais c'est pas possible. Et puis on se souvient bien entendu de ces images terribles de fin du monde où certains ont perdu la vie. Et j'appelle comme témoin Pierre qui est le frère
de Rocco Camage, laveur de vitres, qui est décédé le 11 septembre. Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, bon, 10 ans déjà. 10 ans déjà. C'était hier. C'était hier. Oui. On se souvient de l'histoire. Hein, votre frère est laveur de vitres. Il a d'ailleurs dit je travaille au-dessus des nuages. Oui. Quand il pleut en haut, quand il neige en haut, il pleut en bas. Je me souviens de cette phrase. Et il a pu appeler, je crois, sa femme, alors que le premier avion avait pénétré dans le building. Oui. Il essayait, mais alors toute la famille sonnait quand ils ont vu ce qui se passe. On demandait est-ce qu'il vit encore, est-ce qu'il est là ou quoi. Et alors il a réussi de le voir. Et là qu'il a dit à sa femme, si en cas il m'arrive quelque chose, encourage mes enfants, toi et toute ma famille. Et la communication était coupée. Donc c'était vraiment son dernier message, presque en direct dans la tragédie. Oui, mais Rocco, s'il aurait voulu, il aurait su se sauver, lui, mais seulement au cafétéria, là, au-dessus, 104e étage. Il a réuni tout le monde et il a dit, étant donné que moi, je connais toutes les... Hein, vous devez me suivre avec un autre et on va se sauver. Il ne croyait pas qu'il y a un autre avion qui va venir. Et là, ils sont réunis tous, ils étaient, je ne sais pas, des centaines. Et là, il a voulu se sauver avec tout le monde et c'est venu deuxième impact. Et on n'a jamais retrouvé... Ah non, rien du tout. Rien. Alors ça a dû être terrible pour les enfants, la femme, de faire son deuil dans cette tragédie où on ne reconnaît pas le corps de l'être qu'on aime. Après, quand comment on appelle, le Giuliani, il a donné le certificat comme quoi que vous ne devez plus compter dessus parce qu'on était là, toute la famille, on attendait des coups de fil et on se disait, bon, ok, on a trouvé quelque part, mais non. On n'a rien trouvé. Rocco, il est parti, il n'est pas parti seul. Vous avez espéré encore jusqu'au dernier moment? On croyait jusqu'à... Alors, il y a des gens même qui ont envoyé je sais pas, messages comme quoi qu'il est à Saint-Pierre, hôpital, il est là-bas. Mais jamais c'est des enfants qui s'amusaient avec ça. Oui. Et alors, après un mois, quand on lui a donné le papier qu'on pouvait dire, tiens, maintenant, plus d'espoir, et on a fait un genre d'enterrement sans lui. Et là, j'ai pris pour la deuxième fois l'avion. J'ai été là-bas sur place. Et depuis, bon, on essaye. Mais Rocco, il vit toujours avec nous. On croit toujours qu'il va venir un jour. On n'est pas sûr qu'il est mort. Donc, je ne sais pas. C'est idiot, la famille, c'est comme ça. Et bon, on n'a rien à faire. Il est parti. Et ce que je dis, Rocco, il a laissé 3 enfants, sa femme impeccable. Mais ce que je pleure, c'est les autres qui ont laissé leur famille sans avoir des moyens, qui travaillaient là, qui gagnaient leur vie, etc. Et si je peux dire encore un mot, quand je suis venu, deuxième fois pour cette petite cérémonie, Rocco, il avait un copain qui lui donnait un coup de main. Et je le vois. J'ai dit, comment ça se fait que tu n'es pas avec Rocco? Il dit, je suis endormi dans le train, j'ai fait le tour de New York, et quand je suis réveillé, il dit, là, j'ai vu que ce qui est arrivé, j'ai pleuré. Il dit, c'est comme ça, c'est la vie, ça. Pierre, merci d'être venu témoigner à Controverse. Merci d'être venu. Alors, John Miller, une question. J'ai entendu pas mal de victimes qui étaient malades, notamment à cause de la poussière, et qui ne sont absolument pas du tout aidées. Oui. Est-ce que là, votre pays les a pas un peu abandonnés? Le 11 septembre, c'est une tragédie, bien sûr, pas seulement dans les fêtes, mais dans les réactions. Et aux USA, maintenant, il y a une grande réflexion dont on ne fait pas toujours écho en Europe, mais on se questionne beaucoup sur les réactions et sur, bien sûr, les 2 guerres qui ont suivi, et sur l'aide aux victimes qui, parfois, n'ont pas reçu les fonds qu'ils devaient avoir. Et moi, je n'ai pas de réponse facile à ça, mais c'est clair qu'il y a eu, donc, cette tragédie, des réponses inadéquates. Oui, j'en prie. En fait, je n'ai pas l'occasion de parler un peu des conséquences du 11 septembre. Oui, on va y venir. Hein. Allez-y, mais on va y venir. Parce que, en fait, selon la présentation des événements en Occident ou en Europe et dans le monde musulman est différente. Donc, en Occident, on a
en général, malheureusement, on présente ou on associe avec l'islam et les musulmans, donc le terrorisme, et c'est la montée de l'islamophobie en Europe. Et nous avons constaté donc les événements d'Oslo